Nouvelle de dernière heure, on apprend que le président Joe Biden va s'adresser à la nation jeudi soir, demain soir à 20h en direct du bureau ovale. Il sera bien sûr question du Hamas, de la guerre là-bas en Israël et de la guerre en Ukraine également. 12e jour d'attaque et de riposte entre Israël et le Hamas, marqué par cette visite éclair du président américain. Voyons comment nos collègues analysent cette visite en appui à l'allié inconditionnel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. D'abord, à quoi on peut s'attendre de ce discours de Joe Biden demain soir? Écoutez, je pense qu'il y a deux éléments essentiels dans cette décision du président de prendre la parole. La première, ça confirme, au fond, il joue sa présidence là, dans sa gestion de la crise actuelle. La deuxième, à mon avis, j'ai toujours eu l'impression que certains de mes savants collègues avaient écrit la chronique nécrologique politique de Joe Biden un peu trop tôt. C'est un peu l'histoire de sa carrière. Il a toujours été mésestimé. Repensons à ce qu'il a fait depuis le début de la guerre en Ukraine, qui est un moment charnière de l'histoire contemporaine, sa gestion de la crise. Regardez-le aller sur Israël maintenant. Évidemment, le reste de la réponse là, sur la guerre actuelle, Israël, Hamas, sera sur sa capacité ou non d'obtenir à un moment donné une solution de fond, des compromis de fond du gouvernement israélien là, sur le problème palestinien, mais quand même. Oui, et bon, on va revenir sur la guerre en Ukraine, hein, qui est un peu éclipsée par évidemment, tout ce qui se passe en Israël. Et, bon, donc, ce voyage écourté, Emmanuel, par un contexte très, très volatile, là, le carnage d'hier, qui avait complètement déraillé son agenda. Malgré tout, est-ce que tu estimes que Joe Biden a bien joué ses cartes? Bien, c'est sûr qu'il n'a pas eu les résultats escomptés parce que le but, c'était de montrer que l'Amérique est capable de parler aux deux camps. Et à partir du moment où les pays, la Jordanie, l'Égypte ont annulé leur rencontre avec lui, c'est comme une partie du voyage qui a avorté. En même temps, le message que livrait M. Biden était pas complaisant à l'égard d'Israël. Il était très important, en rappelant à Israël que la rage n'est pas bonne conseillère et que le leadership en temps de guerre, c'est d'avoir une clarté sur les objectifs et l'assurance que la stratégie ne finit pas par nuire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une chose de vouloir éradiquer le Hamas, mais est-ce qu'en le faisant, Israël est en train de nuire à toute perspective de paix et de sécurité à long terme? Parce que est-ce que la violence de la riposte, les bombardements jour et nuit sont justement pas en train d'une part de camper une partie de l'opinion publique mondiale contre Israël, mais aussi de créer une nouvelle génération de radicalisme palestinien anti-Israël. Et donc ça, c'est un message qui devait être envoyé et il a été donné avec beaucoup de doigté. Et ça, c'est important pour la suite des choses là-bas. Et on peut imaginer, Mario, que ce couloir humanitaire, finalement, là, qui sera ouvert par le biais de ce point de contrôle de l'Égypte, c'est une des conséquences, donc, de cette visite de Joe Biden. Ben moi, c'est ce qui me fait dire que sa visite est un succès, somme toute, là, malgré les rencontres qui n'ont pas pu avoir lieu. S'il était revenu sans ça, s'il était revenu sans avoir réglé quoi que ce soit de la question humanitaire, d'aller redire son appui à Israël ou passer ses messages, on aurait pu le faire à partir des États-Unis. Mais il revient avec un résultat. On parlait depuis plusieurs jours de ce besoin d'un corridor humanitaire. Et ça, il l'a réussi. Je partage avec Emmanuel vraiment cette notion, cette habileté, cette finesse qu'il a eu à passer son message parce que pour introduire dans son discours toute cette notion qu'il faut faire attention, que la rage n'est pas bonne conseillère, il a pris l'exemple des États-Unis. Il a dit, nous, aux États-Unis, on a vécu le 11 septembre. On a été frappés en notre cœur. On a été horrifiés par les images. On a perdu des nôtres. Mais il a reconnu qu'il y a eu des erreurs dans la réponse américaine, a fait le lien entre ces erreurs et une réaction à chaud sur le coup de l'émotivité en disant, c'est ce genre de moment, il faut faire attention. L'émotivité, la hargne qui s'ensuit n'est pas bonne conseillère. J'ai trouvé ça très habile comme façon d'amener son message à Israël. Et ça, c'est de la sagesse. On appelle ça de la sagesse. Oui, et de l'expérience. Et de l'expérience. Bon, là, évidemment, on est plongé dans cette guerre des communications, mais c'est une guerre qui sème de la division un petit peu partout, chez nous, dans les maisons, mais aussi au sein du Parti libéral du Canada. Raymond Fillon qui se joint à nous. Raymond, il y a un député de la région de Montréal qui a clairement invité le gouvernement Trudeau à reconnaître que les bombardements israéliens font d'innocentes victimes à Gaza. Exact. Il y a deux députés de la région de Montréal, deux députés du Parti libéral du Canada, donc du parti de M. Trudeau, qui ont
émis des points de vue différents aujourd'hui. Il y a Anthony Housefather, que vous connaissez très bien, qui a dit qu'Israël a le droit de se défendre à la suite d'attaques terroristes du Hamas. Celui que vous voyez, c'est son collègue de Pierre Fondelard, Samir Zuberi. Lui, il a dit que le gouvernement Trudeau doit effectivement reconnaître que ce qu'Israël fait actuellement à Gaza, c'est se livrer à une boucherie, on peut l'entendre. There have been about 20 hospitals that have been hit during this strike. This war, butchery, is what it is. When are we going to stop this? Look at the House of Commons. If you have one member killed out of that chamber, how will this country react? 6 000 bombes qui sont tombées sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Le chef conservateur, lui, accuse Justin Trudeau, Raymond, d'avoir amplifié la désinformation du Hamas. Oui, à la suite d'une mêlée de presse du premier ministre. 14h15 hier, Justin Trudeau s'est fait demander de réagir à l'attaque contre un hôpital dans la bande de Gaza. À ce moment-là, il y avait plusieurs reportages qui faisaient état d'une bombe israélienne. M. Trudeau, dans sa réponse, n'a pas mentionné Israël. Il a condamné l'attaque en disant que c'était horrible, inacceptable, que frapper un hôpital, c'était illégal. Écoutez ce que Pierre Poilievre a dit, lui, là-dessus, à la Chambre des communes cet après-midi. Disinformation peddled by Hamas and regurgitated by CBC was then amplified by the Prime Minister. Does he agree with President Biden that the offending missile originated with terrorists in Gaza? Attacks on civilians are wrong. We call on all parties to observe international law. Ouais. Merci, Raymond. Vous pensez quoi de cette accusation du chef conservateur, Emmanuel? Bien, je veux peut-être sembler radicale. Moi, je la trouve assez légitime, je vous dirais. La réalité, c'est que les faits tels qu'ils sont rapportés aujourd'hui ne supportent pas la déclaration de M. Trudeau hier. Et à un moment donné, c'est absolument légitime pour le chef de l'opposition de demander au gouvernement du Canada s'il croit que le Hamas est responsable de cette frappe ou s'il croit plutôt les informations qui ont été partagées par l'armée israélienne. Et à un moment donné, il faut choisir son camp là-dedans. Là. Je suis vraiment navrée. C'est pas une analyse politique, M. Trudeau. C'est un chef de gouvernement. Et est-ce que le gouvernement du Canada donne plus de crédit au discours d'une organisation terroriste comme le Hamas, qui n'a amené aucune preuve, par rapport aux informations quand même assez détaillées qui ont été rendues publiques par l'armée israélienne? La question est légitime et c'est remarquable. M. Trudeau a parlé vraiment très vite. Là. Ça. Avant que les Israéliens ne fassent connaître leur version, elle est de toute évidence, là, l'erreur, tous les stratèges politiques vous diront que c'est une erreur de base. Ça rappelle un peu, Mario, Bernard Landry, hein, tu sais, quand il disait « audi alteram partem », ce que n'a pas appliqué Justin Trudeau hier, écouter, entendre, avoir les faits avant de juger. Il ne nomme pas Israël. Remarquez, Emmanuel, hier, tu disais, j'ai écouté, toi aussi, tu l'as fait, je sais. C'est sous-entendu, on s'entend. C'est sous-entendu. Mais ce qui sauve M. Trudeau, c'est qu'il nommément, il ne désigne pas Israël, parce que sinon, il serait dans le pétrin encore plus. Oui. Et le sujet déchire son caucus, Mario. C'est un peu, comme je disais, à l'image de ce qui se passe chez nous. C'est à l'image de la société. Là. Il y a probablement des milieux de travail au Canada, dans la région de Montréal aujourd'hui, où il y a des gens d'origine juive, des gens d'origine arabe qui travaillent, puis tout allait bien il y a 3 semaines, puis ils travaillaient ensemble, puis là, tout à coup, oups, il y a une tension. Ceci dit, dans le caucus de M. Trudeau, en tout respect, ce qu'on a vu quand même, là, c'est celui qu'on a vu parler, M. Zuberi, de l'ouest de Montréal, c'est un député québécois qui parle pas un mot français, et puis qui semble complètement oublier ce qu'a fait le Hamas. Tout à coup, il y a juste ce que fait Israël qui est responsable. Je sais pas, là, son intervention me laisse pantois, mettons. Bien, il y a même une députée libérale qui demande un cessez-le-feu, et je pense que c'est ce qu'on voit. C'est un débat difficile, OK, pour n'importe quel parti politique. Mais à partir du moment où le gouvernement n'est pas capable d'énoncer une ligne claire, ben il ne peut pas demander à ses députés de le suivre dans cette ligne-là, et c'est ce qu'on voit en ce moment. En même temps qu'il y a un débat comme ça, à l'intérieur d'un caucus, moi, je me dis, c'est normal. À quelque part, c'est sain, parce qu'il faut que toutes les voix puissent s'exprimer, éventuellement être entendues. Et c'est bien humain. C'est bien humain. On poursuit la discussion avec nos analystes dans un petit moment. Il sera question de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui rêve d'une monnaie québécoise dans un Québec souverain. On y revient tout de suite après la pause. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio.
Faire attention à ce qu'on mange, même à l'hôpital, Alexandre? Oui, à l'hôpital, puis surtout, attention à ce qu'on mange pour pas s'y retrouver, Mario. C'est ce que des parents ont appris au sujet de leur jeune fille. On parle d'une Australienne de 9 ans avec sa famille, puis qui mange un sandwich déjeuner. Là. Sandwich bacon et œufs. Bien normal. C'est un classique, mettons. C'est un classique. La jeune fille mange ça en auto, avec ses parents, puis elle a comme l'impression de s'étouffer pendant qu'elle mange. La tousse. Puis là, sa mère, comme toutes les mères, puis c'est ce qu'elle a dit après ça dans un témoignage, entre autres, à ABC Newcastle, en disant, j'ai juste dit de boire de l'eau, j'ai donné une coupe de table dans le dos, puis ça a passé comme tous les enfants qui s'étouffent sur la planète. Et là, la jeune fille, elle, peut se rendre à l'école, participe à une activité sportive, va bien, fait toutes ses affaires. Mais les jours qui suivent, son état se dégrade. À un certain moment donné, elle n'est pas capable de répondre aux questions de sa famille. Passer une bonne journée, comment ça va? Elle a de la misère à répondre. Puis là, il se rend compte rapidement qu'il y a des questions mentalement de base. ou... Ouais, comme perdue, ça a l'air complexe. Et là, soudainement, elle a de la misère à marcher, de la misère à reconnaître les membres de sa famille. On devient extrêmement inquiet. On appelle le médecin, urgence à l'hôpital. Et là, on se rend compte que la fillette a des abcès dans son cerveau. Mario, des abcès, là, c'est la panique complète. Dans son cerveau. Ouais, là, c'est la panique complète. On fait, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et on se met à chercher quelle est l'origine du mal dans ce cas-ci. On est obligé de faire toutes sortes de tests. Et on se rend compte que finalement, il y a un minuscule fil de fer de la taille d'un cheveu coincé dans sa gorge. Ben oui, c'est une brosse à barbecue, Mario. Quelque chose qui a été souvent dénoncé. Mais c'est un quand elle s'est comme étouffée... Il y avait un petit fil de brosse de barbecue qui s'est retrouvé dans son sandwich, qui a percé son œsophage, qui s'est rendu donc dans le cou, la gorge. On a évidemment l'œsophage, mais on a également l'une des veines les plus importantes de tout le corps, c'est l'artère carotide, qui rend le sang directement au cerveau. Puis le petit poil de fer était comme coincé et traversait jusque dans la carotide, ce qui fait que ça a causé une infection. Tu vas-tu être fâché si je m'évanouis? C'est fou, hein? Non, je vais être fâché. Mario, je peux arrêter si tu veux, qu'on peut chanter pour les secondes qui nous restent. Et là, donc, il y avait comme du poison ou des substances là, anormales qui se rendaient au cerveau. Exactement, un contaminant, puis qui a causé une infection sévère et donc des abcès. Opération d'urgence pour la fillette, répare l'artère, draine les abcès du cerveau, hospitalisation pendant 1 mois de temps. Heureusement pour elle, la fillette, maintenant, va bientôt pouvoir reprendre le sport, termine ses antibiotiques et tout va bien. Moi qui capote sur les sandwichs déjeuner de la cafétéria à TVA, il faudra que je mette un aimant dedans avant de le manger. Oui, là, c'est sûr. C'est âme sensible s'abstenir sur ce genre de choses-là, Mario, mais ça rappelle quand même, puis c'est un sujet habituellement plus estival qu'automnal, qu'il faut toujours remplacer, changer sa brosse à barbecue souvent, parce qu'un fil de fer dedans, c'est vite arrivé puis c'est dangereux. Merci, Alexandre. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On poursuit notre joute des analystes avec ce budget de l'an 1 renouvelé du PQ qui s'en vient lundi prochain. Mais on a déjà de quoi se mettre sous la dent, là, notamment le rêve d'une armée, d'une représentation à l'OTAN et d'une monnaie. Le chef péquiste qui est favorable à une politique monétaire proprement dite québécoise. C'est une cassure avec les positions passées des chefs, ça, Mario? Oui, mais M. Parizeau, qui était probablement le plus grand économiste qu'ils ont eu au PQ, a toujours souhaité qu'on garde le dollar canadien. La politique monétaire purement québécoise, là, ça faisait faible un petit peu aujourd'hui. Et pour le reste, moi, je trouve qu'il y a une logique stratégique. Moi, je vois Paul Saint-Pierre Plamondon. Je niaise même pas. Je pense qu'il est déjà en train de préparer l'élection de 2030. Là. Si le PQ un jour arrive en position... Non, mais en position de prendre le pouvoir, de revenir vraiment. Il veut clairer ces questions-là du décor, des questions qui, à minuit, moins une, viennent t'embarrasser. Si t'en as parlé assez longtemps d'avance, t'as réglé ça. Bon, je suis pas sûr qu'avec la monnaie, il l'a réglé de la bonne façon. Par contre, lundi, tu sais, il vient d'avoir une belle année, là, tout roule comme sur des roulettes. Moi, je pense que lundi, il va avoir sa première journée difficile parce que tout le monde se rend compte qu'il a triché un petit peu. Il a toujours dit, moi, là, mes questions de souveraineté, je vais garder ça à l'avant-plan, à l'avant-scène, puis j'aurais pas parce qu'il y a une élection que je vais reculer. Et il l'a fait. Il devait faire ça plus tôt. Il a eu peur que ça lui nuise dans Jean Talon. Il a repoussé ça et ça va le rattraper lundi. Là. Emmanuel? Oui, mais c'est une arme à double tranchant, la démarche de M.
Saint-Pierre Plamondon. Moi, je partage l'avis de Mario que des fois, il faut évacuer ces questions-là. Il ne veut pas se retrouver comme Pauline Marois là, dans la fameuse campagne électorale contre Philippe Couillard quand elle s'est empêtrée dans ses histoires de passeport, puis ça a contribué à complètement plomber sa campagne. En même temps, c'est une chose de rêver la souveraineté, c'est une autre chose de la définir, de l'articuler, de la chiffrer. Et c'est toujours dans ces moments-là que ça devient plus difficile. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon est très cohérent, mais en faisant ça, il joue le tout pour le tout. Il s'assume. Ça peut être très payant, mais ça peut aussi être extrêmement risqué. Sophie, on a tenu le débat à quelques reprises à la joute, mais je vais citer deux des jouteurs. Mathieu Bock-Côté considère que c'est une erreur stratégique, que c'est mettre le doigt dans le tordeur et que M. Saint-Pierre Plamondon va se faire happer littéralement par ses adversaires, notamment sur la question de la péréquation. Là, on voyait déjà François Legault qui y a cru à un certain moment, puis là, il dit comment vous allez pouvoir combler une perte de 13 milliards qu'on reçoit du fédéral en péréquation. Gaétan Barrette aussi, qui lui fait une image, il puise dans la mythologie grecque. Il dit plus ça va aller, plus Saint-Pierre Plamondon sera contraint de parler de la souveraineté, mais de manière concrète. Et il cite la mythologie grecque, je le disais, donc Icare, dont la propriété est de s'approcher du soleil, mais ce faisant, il fait de plus en plus chaud et ils font. Alors donc, est-ce que c'est ce qui va arriver à M. Saint-Pierre Plamondon? À suivre. Intéressant. Emmanuel, un dernier mot? Oui, mais comme je le disais, moi, je pense qu'il est conséquent et ça a toujours été son avantage. À un moment donné, tu ne peux pas faire la promotion de la souveraineté en pelletant des nuages. Il faut l'articuler, il faut la définir et c'est une façon aussi pour lui de redéfinir ce projet-là à la lumière des années 2020 plutôt que de toujours être en train de porter le vieux projet d'une autre génération de souverainistes. Mais il y a quand même quelque chose de comique, c'est que la dernière fois que l'exercice fut fait, il y a 20 ans, là, à peu près, c'était François Legault qui tenait le crayon de comptable pour faire le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Oui, c'est ça. M. Parizeau appelait ça l'autoroute de la souveraineté. Il faudrait que M. Saint-Pierre Plamondon trouve peut-être le troisième lien vers l'indépendance ou le tramway de la souveraineté. Bon, on s'arrête ici. À demain. Autrement dit, Cube Radio. Ah voilà, c'est ce qui complète notre émission de ce jour. Un gros merci d'avoir été avec nous. On a fait de notre mieux pour vous résumer cette journée d'actualité. On se donne rendez-vous demain.